Je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire qu'on organise en partenariat avec Total Energy. Je laisserai tout à l'heure Édouard Serre et Xavier Lowe se présenter. On s'est rencontrés il y a plusieurs mois pour échanger sur les enjeux de la méthanisation. Et vous le savez toutes et tous, on est engagé avec l'ANIA dans le comité stratégique de filière, notamment sur la décarbonation. C'est des sujets prioritaires pour nous et il nous a semblé intéressant de pouvoir vous présenter des solutions concrètes, opérationnelles, proposées par les acteurs, et notamment Total Energy. Donc, on a construit ce webinaire. Je remercie toute l'équipe de l'ANIA et en particulier la communication, et évidemment l'équipe de Total Energy. On a voulu quelque chose de très opérationnel, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des personnes plus expertes que moi dans ce webinaire pour vous présenter la méthanisation en détail, l'intérêt qu'elle a pour l'ensemble de l'industrie agroalimentaire sur toute la chaîne de valeur et en particulier pour le maillon industriel. Donc voilà, je vais laisser la parole à Édouard et à Xavier peut-être pour présenter le contexte, l'ordre du jour et puis je vous retrouve évidemment plus tard dans le cadre de ce webinaire et j'espère qu'il vous sera à toutes et tous utile et j'espère aussi que ce sera un premier contact pour nouer des relations fructueuses entre les entreprises et puis des apporteurs de solutions comme Total Energy. Eh ben, merci beaucoup, merci beaucoup, Mickaël, pour cette introduction. Merci, merci à vous, merci à vos équipes de nous permettre à Xavier et moi-même de parler ce matin de méthanisation. Avant de nous présenter effectivement un petit contexte, qu'on s'est rencontré avec vos équipes, c'était en début d'année, et les événements tragiques qui se déroulaient à l'est de l'Europe rappelaient que les deux filières que sont l'agriculture, l'agroalimentaire d'une part, et puis l'énergie d'autre part, étaient quand même intrinsèquement liées. Et je crois que cette actualité tragique, encore une fois, nous rappelle que les enjeux de souveraineté sur ces deux industries sont liés. Et on va le voir, la méthanisation peut et doit permettre de répondre à ces enjeux de souveraineté. Et nous l'espérons que ce séminaire, ce webinaire permettra à toutes et à tous de répondre à des questions très précises que vous pourriez vous poser. Et on l'espère vous donner un aperçu de ce qu'un acteur industriel comme Total Energy peut proposer sur ces thématiques-là. Donc avant de commencer, je vais me présenter très rapidement et puis je laisserai aussi la parole à mon collègue Xavier qui se présentera également. Donc moi, je suis Édouard Serre, je suis Senior Business Developer au sein de la Business Unit Biogaz chez Total Energy. Et je suis en charge donc de développer des projets de méthanisation à taille industrielle dans le monde, donc avec une zone de prédilection qui se trouve être l'Inde, où il y a également des grands enjeux énergétiques et alimentaires, mais également en France et en appui sur d'autres filiales européennes. Xavier, je te laisse peut-être te présenter rapidement. Bonjour à tous. Donc moi je me présente, je suis responsable grand compte industrie agroalimentaire et biodéchets sur la branche Total Energy Biogaz France. Donc mon rôle est de mettre en relation avec les industriels, en particulier l'industrie agroalimentaire, pour apporter des solutions par rapport à la gestion de leurs déchets sur le principe de la méthanisation et de monter des partenariats pour monter des outils de méthanisation. Ok, merci Xavier. Donc nous avons environ 1 heure ensemble et puis après il y aura une demi-heure de questions-réponses. Donc je crois qu'il est plutôt prévu que la session de questions-réponses. Il reste la demi-heure de questions-réponses. Et donc n'hésitez pas à les mettre dans le fil de discussion, mais on répondra à la fin aux éventuelles questions que vous aurez. Donc pour commencer, on voulait un petit peu vous présenter, Xavier et moi-même, la méthanisation, ne sachant pas trop quel était le niveau de chacun. Donc, on se propose de faire un rapide rappel sur la méthanisation. Mais avant toute chose, peut-être présenter rapidement Total Energy et ses ambitions dans la méthanisation. Total Energy, vous le savez, a changé il y a de ça 2 ans de nom, passé de Total à Total Energy, et donc ça traduit la volonté de la compagnie d'être un groupe multi-énergie et donc d'être actif dans la transition énergétique
et de muter d'un métier traditionnel orienté autour de l'oil and gas vers les énergies renouvelables, qu'elles soient bas carbone ou strictement renouvelables. Et donc, à ce titre, une direction dédiée au biogaz, biométhane a été créée en 2020, avec deux objectifs majeurs. Le premier est celui de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des propres unités de la société. Les raffineries et les centrales à gaz qui produisent de l'électricité sont des unités, vous le savez, qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, CO2 en tête. Mais également, un deuxième objectif, aider nos clients, et notamment nos clients industriels, à engager leur décarbonation. Donc, on a des ambitions assez fortes qui ont été récemment d'ailleurs remises à la hausse par notre comité exécutif. Et ça traduit également l'ambition affichée par l'Europe d'accélérer le verdissement de son mix gazier. Donc, nous avons une ambition de production de biométhane de 20 TWh en 2030, ce qui est quand même relativement important. En ordre de grandeur, hein, la France aujourd'hui consomme entre 350 et 400 TWh de gaz naturel par an. Ce qu'il faut bien voir également, c'est que nous restons un groupe industriel et à ce titre, notre modèle de développement est vraiment intégré sur toute la chaîne de valeur. Nous ne sommes pas qu'un partenaire financier, nous ne sommes pas qu'un développeur de projet, nous ne sommes pas qu'un exploitant d'unités de méthanisation. Nous sommes, j'ai envie de dire, tout ça à la fois et nous avons bien l'ambition d'être présents sur toute la chaîne de valeur et nous pensons d'ailleurs que c'est comme cela que l'on est performant et que l'on arrive à sortir des projets qui soient économiquement rentables et qui fassent sens au plan de l'environnement et de l'acceptabilité sur les territoires. Donc, avant peut-être de redétailler ce qu'est la méthanisation, il est important de voir que la méthanisation, c'est une des voies de conversion énergétique de la biomasse. Et c'est une des voies de production de méthane. Il y en a d'autres que j'ai listées ici, juste à titre d'illustration. On a par exemple la pyrogazéification qui va pouvoir convertir en gaz de synthèse contenant du méthane des biomasses beaucoup plus ligneuses, c'est-à-dire plus solides. Et puis on a également des filières de transformation en power to gas, c'est-à-dire la capacité à produire du méthane de synthèse en couplant l'électrolyse et la récupération de monoxyde de carbone ou de dioxyde de carbone. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la méthanisation est à date le procédé industriel le plus mature et qui permet donc de produire du méthane, du biométhane puisqu'il est en fait biogénique, c'est-à-dire que le carbone que ce méthane va relarguer dans l'atmosphère au moment de sa combustion est un carbone qui a été précédemment absorbé par la biomasse lors notamment de la croissance des végétaux. Donc ça, c'est quand même un point de rappel très important. On considère donc que le biométhane va avoir un facteur d'émission de gaz à effet de serre bien inférieur à son cousin, le gaz naturel fossile, puisque le carbone qui le constitue est un carbone qui a été précédemment stocké dans les végétaux via la photosynthèse et qui s'inscrit donc dans un cycle du carbone dit court par opposition au carbone stocké dans le gaz fossile qui, lui, est libéré en grande quantité au moment de la combustion d'un gaz qui était précédemment stocké sous terre. Voilà. On le verra tout juste après, mais le procédé de méthanisation permet, en plus de produire du biométhane, de produire d'autres coproduits, le digestat avec des propriétés agronomiques intéressantes, et puis également du CO2 qui, dans un certain nombre de cas, peut-être ou pourrait être demain valorisé sur des usages industriels. Xavier en reparlera lors de sa présentation. La méthanisation, c'est vraiment une forme de production d'énergie qui est résolument ancrée dans les territoires. Elle est ancrée dans les territoires pour une raison assez simple, c'est qu'on va mobiliser de la biomasse ou de la matière organique dans une zone de chalandise qui ne va pas excéder 40 km autour d'une unité de méthanisation pour une raison simple, qui est que ces déchets ou ces coproduits organiques contiennent à plus de 50% bien souvent de l'eau et que cette eau, vous en doutez, n'a pas de valeur énergétique, elle n'a pas de valeur intrinsèquement économique
et donc à quelques tonnes au kilomètre de déchets ou de coproduits transportés, on se doute bien qu'à un moment, le coût de transport de ce déchet pour l'amener à une unité de méthanisation pour être transformé en biométhane ne sera plus rentable. C'est-à-dire que la valeur que générera la vente du biométhane ne couvrira pas les coûts de transport d'une matière organique constituée à plus de 50% d'eau dans un certain nombre de cas. Et par ailleurs, faire venir de trop loin des déchets ou des coproduits organiques n'aurait aucun sens au plan environnemental, puisqu'on aurait un coût carbone lié au transport de cette matière qui viendrait amoindrir le caractère vertueux du biométhane produit par l'unité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tend à montrer cette planche que vous voyez. C'est le caractère résolument territorial d'une unité de méthanisation qui va donc aller collecter et traiter de la matière organique qu'on va trouver sur un territoire. Alors, on a coutume généralement de classer cette matière organique en trois grandes familles. Les déchets provenant des collectivités, que ce soit les cantines, les restaurants, mais demain de plus en plus les biodéchets avec la loi Egalim qui va progressivement imposer aux collectivités d'organiser le tri à la source des biodéchets plutôt que de les mettre en incinération ou en centre d'enfouissement. On a évidemment la matière organique provenant des activités agricoles. C'est de loin le gisement le plus important en France et en Europe occidentale pour la méthanisation. Plus de 90% du gisement qui pourrait être demain mobilisé en méthanisation provient des exploitations agricoles, donc que ce soit les déjections d'élevage, mais aussi tout ce qui est résidus de culture. On parle également des cives ou des CIMS pour les cultures intervénières avec des services environnementaux. Et puis, ce qui va nous intéresser plus particulièrement ce matin, les déchets ou coproduits provenant de l'industrie agroalimentaire, qui sont pour les méthaniseurs une source d'intrants, de matière organique. Un intrant égale matière organique, d'intérêt pour un méthaniseur, puisque ce sont bien souvent des matières organiques qui sont de qualité, qui ont subi un traitement industriel, donc qui sont de qualité, qui ont peu d'indésirables, voire pas du tout d'indésirables. Et ce sont aussi des matières organiques qui sont souvent produites avec un rythme de production prévisible au cours de l'année, donc ce qui permet de faciliter le plan de charge d'une unité de méthanisation, dont la teneur fluctue assez peu. Et enfin, on peut, dans un certain nombre de cas, avoir des stratégies de contractualisation avec le fournisseur industriel permettant d'avoir de la visibilité à moyen long terme, 5, 10, parfois 15 ans, et permettant de faciliter le financement d'une unité de méthanisation. Donc ça, c'était vraiment pour la partie amont. Pour la partie aval, je préciserai juste après comment techniquement se passe la méthanisation, mais pour la partie donc aval, une fois que cette matière organique est collectée et traitée dans un digesteur, on va avoir trois grands produits en sortie. On va avoir évidemment le biométhane qui va être produit après purification. Donc là, juste pour celles et ceux qui seraient peut-être un peu moins familiers de l'industrie de la méthanisation, on a souvent tendance à confondre biogaz et biométhane. Ce sont bien deux choses différentes. Le biogaz, c'est vraiment le produit brut que je vais obtenir après méthanisation. Donc, c'est un mélange qui contient du méthane à 50 à 60% environ, mais qui contient également du dioxyde de carbone, de l'eau, et puis également du H2S, qui donne cette odeur parfois d'œuf pourri. Et donc, ce biogaz va passer dans une unité qu'on appelle une unité de purification pour enlever en fait tout ce qui n'est pas du méthane. Donc, en fait, l'étape de purification va permettre de transformer le biogaz initial en biométhane. Et donc, ce biométhane, il est constitué à 97-98% de molécules de méthane qui sont évidemment en tout point identiques au gaz naturel fossile qui est aujourd'hui acheminé, transporté, distribué et consommé dans le réseau français de GRDF ou de Terega pour ceux qui sont raccordés au réseau de transport. Donc ça, c'est important. Biogaz, différence biogaz, biométhane. Et donc, un autre point très important, c'est que le biométhane qu'on injecte en France dans le réseau de distribution, bien souvent, parfois dans le réseau de transport, est en tout point identique
au gaz naturel fossile, c'est-à-dire que le biométhane permet de substituer à 100% tous les usages qu'on a en gaz naturel sans adaptation aucune des équipements industriels ou des équipements des ménages. Donc ça, c'est vraiment un point important. On a ensuite un autre coproduit qu'on obtient, qui est le digesta, hein, que l'on voit sur la gauche de cette planche, qui est en fait toute la matière organique qui n'a pas été transformée en gaz par les bactéries qui travaillent dans le digesteur. Et donc ce digesta, qui peut être séparé en une phase liquide et en une phase solide, va avoir des propriétés agronomiques intéressantes dans un certain nombre de cas, avec notamment un équilibre entre les masses d'atomes de carbone et les masses de carbone d'atomes d'azote qui vont pouvoir être retournés au champ et permettre de réduire la dépendance aux engrais minéraux pour les agriculteurs qui vont l'épandre sur leur champ. Et enfin, j'en avais parlé un petit peu avant, l'étape de purification conduit à isoler le dioxyde de carbone. Et dans un certain nombre de cas, on peut imaginer une valorisation de ce dioxyde de carbone, qui est d'origine biogénique, pour pouvoir le commercialiser à des applications, à des fins industrielles. Voilà pour ce qu'on peut dire de ce schéma qui, encore une fois, je le répète, hein, traduit le fait qu'un projet de méthanisation, c'est d'abord un projet local et territorial. Rapidement, sur cette planche, vous présentez les grandes étapes d'un procédé de méthanisation et représenter ici une technologie dite en voie liquide, c'est-à-dire ou en infiniment dilué, vous pourrez retrouver les deux termes. C'est la technologie de méthanisation qui est aujourd'hui la plus utilisée dans le monde et en particulier en Europe occidentale. Cette technologie en voie liquide, elle permet, comme son nom l'indique, d'accepter des charges organiques ou des intrants organiques assez liquides, voire très liquides. Et elle permet également, entre autres choses, d'avoir un très bon niveau de production de biométhane. A contrario, elle impose d'avoir des surfaces agricoles importantes pour permettre d'épandre le digestat liquide résiduel. Il y a d'autres technologies, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des technologies de méthanisation qu'on regarde notamment pour des pays un peu plus secs, notamment la méthanisation en voie sèche. Donc, comment ça se passe, la méthanisation? Une fois que la matière organique a été collectée et éventuellement pré-traitée pour enlever toute la matière qui n'était pas organique ou la matière trop ligneuse, elle est collectée, elle est stockée sur le site et amenée sur en fait un bâtiment de réception dans lequel cette matière va être mélangée. À noter, évidemment, le stockage et la réception de cette matière se fait dans des bâtiments fermés qui disposent, pour nos unités en tout cas, de traitements anti-odeur assez performants, voire très performants, puisque en fait, pour celles et ceux qui peut-être un jour seront intéressés pour se rendre sur une de nos unités, quand vous êtes sur le parking, très concrètement, vous ne sentez quasiment rien, puisque les bâtiments sont isolés et ont un traitement anti-odeur. Ensuite, vous avez, et ça c'est un de nos savoir-faire, une unité en fait d'hygiénisation qui va permettre de traiter la matière organique reçue et de la rendre inerte par rapport à des éventuels contaminants. Ça, c'est une obligation légale qu'on traite certains types de déchets, des sous-produits animaux ou des biodéchets, d'hygiéniser la matière organique à 70 degrés pendant 1 heure. Ensuite, vous avez à proprement parler l'étape de digestion anaérobique. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais la méthanisation, c'est bien une étape de digestion, de transformation de la matière organique en matière minérale sous l'action de plusieurs centaines de bactéries différentes en l'absence de dioxygène. Donc, c'est bien pour cette raison qu'on parle de digestion anaérobie qui a lieu dans ce contenant qui peut être fait de tôle ou de béton, qui est hermétique. Et donc, en moyenne, la matière organique va séjourner une quarantaine de jours dans ce digesteur. Après, il faut bien voir que l'alimentation de ce digesteur se fait en continu et également le flux de sortie de ce digesteur se fait également en continu. Mais en moyenne, on considère que la matière va rester environ 40 à 45 jours
sous nos latitudes en tout cas. Cette matière ensuite va être séparée. Le biogaz donc, qui va s'accumuler en haut de ce digesteur va être récupéré et stocké dans un gazomètre avant d'être purifié pour être injecté dans le réseau de distribution de gaz. Et puis on va avoir des stockages de digestats avant que ces derniers ne soient repris et dispersés sur les champs agricoles aux alentours. Voilà pour le procédé. On pourra y revenir par la suite si vous avez des questions. Rapidement, hein, une unité de méthanisation type au sein de la société. On a 3 grandes familles d'intrants, des sous-produits de l'industrie agroalimentaire. Je crois que Xavier y reviendra par la suite, mais notre stratégie de développement en France s'est beaucoup appuyée sur notre capacité à contractualiser avec des industriels pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. On a évidemment des intrants d'origine agricole, que ce soit les fluents d'élevage ou les fameuses cives. Et puis, on a également une petite part qui sont des biodéchets. Cette petite part sera certainement amenée à se développer dans les années à venir avec ce que j'évoquais tout à l'heure concernant la loi Egalim et l'obligation donc de faire un tri à la source des déchets ménagers. Voilà, quelques ordres de grandeur. Une unité de méthanisation type peut produire entre 50 et 80 gigawattheures. Donc, on a des unités de différentes tailles. En tout cas, ici, pour une unité qui produirait donc 50 gigawattheures par an de biométhane en injection, voilà, vous avez les chiffres, c'est à peu près la consommation annuelle d'une ville de 16 000 habitants. On produit 75 000 mètres cubes de digestat, donc toute la matière qui n'a pas été transformée en gaz, et ça nécessite une surface à l'épandage de 3 à 4 000 hectares, et donc ça nécessite également un savoir-faire en termes de retour à la terre de cette matière organique. Et puis vous avez également les chiffres concernant les emplois, 4 à 5 emplois directs créés par unité, qui sont évidemment des emplois locaux. À noter d'ailleurs que comme c'est une industrie relativement nouvelle, on a aussi un défi à former et à créer une filière de formation de spécialistes de la méthanisation, et puis un certain nombre de partenaires d'intrants à gérer. Je vais être rapide sur le marché français du biométhane, puisque je vois que le temps passe et je voudrais laisser la parole à mon collègue. Mais en gros, hein, bien avoir en tête que la méthanisation en France a véritablement décollé à partir de 2011, date à laquelle les pouvoirs publics ont mis en place le tarif d'achat du biométhane qui était produit par les unités de méthanisation. Donc, on a eu un décollage significatif de la filière à partir de là, alors qui a été évidemment un petit peu confidentiel au tout début, mais qui s'est véritablement accéléré ces dernières années. Vous voyez sur ce graphique les objectifs de capacité installée des unités de méthanisation en injection en France. Et ces objectifs, donc inscrits dans la PPE, devraient être, selon toute vraisemblance, dépassés, puisque quand vous prenez la production réelle des unités, des plus de 440 unités aujourd'hui qui injectent du biométhane sur le réseau français, et quand vous rajoutez les projets qui sont actuellement inscrits dans les registres de capacité, à ce qu'on appelle le pipe de développement des projets en France, on arrive vers quelque chose qui nous amènerait à 25-26 TWh de production de biométhane injectée dans le réseau français à horizon 2025-2027. Donc vous voyez qu'on devrait, sans trop de problèmes, parvenir à l'objectif de production en France en 2030. Pour autant, et ça c'est important de le garder en tête, même si on a eu ces dernières années une accélération de la filière, on observe quand même depuis la modification des tarifs d'achat à partir de novembre 2020, un petit ralentissement de la filière que l'on espère temporaire, et on espère notamment que les certificats de production de biogaz et puis que la simplification qui est voulue par le législateur pour permettre tout simplement de faciliter la construction d'unités de biométhane permettra de rebooster un peu, ou en tout cas de sortir un petit peu du trou d'air que constate la filière depuis quelques mois maintenant. Voilà, donc juste pour finir, quelques chiffres clés. En France, quand on parle de méthaniseurs, on a plus de 1400 sites. Alors ça, c'est très important. Il faut bien voir qu'on a deux types de sites. On a des sites,
et c'est encore la grande majorité des sites en France qui ne produisent que du biogaz. Donc vous vous souvenez, le biogaz, c'est l'étape avant la purification au biométhane, et ces sites qui produisent du biogaz valorisent ce biogaz en électricité et en chaleur. On parle donc de cogénération. Concrètement, ce sont des méthaniseurs agricoles qui vont aller brûler le biogaz dans des chaudières à gaz spécifiques pour aller produire de l'électricité, récupérer la chaleur résiduelle pour un usage local, par exemple chauffer un village ou chauffer des bâtiments attenants à l'unité de méthanisation. Donc ça, c'était vraiment le développement traditionnel de la méthanisation en France à partir de 2011. Et de plus en plus désormais, on voit se développer les unités de méthanisation en injection, c'est-à-dire purification du biogaz produit, pour aller donc l'injecter dans les réseaux. Donc on voit que depuis 2-3 ans, c'est majoritairement ces nouvelles unités qui se développent le plus. Et donc on a aujourd'hui un petit peu plus de 440 unités, je crois que c'était les chiffres à mi-2022. Donc voilà, vous avez également les tailles moyennes des unités. Dans le marché, on a coutume de classer les unités de méthanisation en 3 tailles, les unités agricoles, les unités territoriales et les unités industrielles. Donc vous avez quelques éléments chiffrés pour vous permettre d'avoir un ordre de grandeur de ce que produit une unité. Un acteur comme Total Energy a plutôt l'ambition de construire des unités de taille significative, 50 gigawattheures, 100 gigawattheures. On reste toutefois vigilant sur l'acceptabilité de telles unités, puisque on sait qu'on a eu d'autres développeurs de projets qui ont eu des déboires à proposer des sites trop importants. Donc voilà, c'est quelque chose auquel on fait attention, mais je crois que Xavier pourra vous en reparler dans sa présentation. Voilà, donc je laisse la main à mon collègue Xavier qui vous présentera Total Énergie Biogaz France et qui rentrera dans le détail de notre capacité à proposer des choses aux agro-industriels et d'une manière plus large à décrire en quoi la méthanisation peut être une solution pour des industriels comme vous. Xavier, je te laisse la main et je te laisse présenter tes propres slides. Parfait, je te remercie, Edouard. Alors, tout le monde va bien? Oui, on voit bien. Donc voilà, aujourd'hui, Total Énergie Biogaz France, comme vous l'expliquez, Edouard, est une aventure qui est repartie, mais ça a commencé bien avant, étant donné que en 2011, il y a eu la création de Forage Biogaz, qui a été la première société à construire des outils de méthanisation. En 2015, nous avons injecté le premier mégawattheure de biométhane avec notre premier outil. Donc, historiquement parlant, le premier outil à avoir vu le jour, c'est l'entité de Bio-Villeneuvois, puisque le siège social de Fonroche Biogaz est à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Bio-Villeneuvois étant à une trentaine, allez, on va dire 30-40 km au nord de Agen. Donc, c'était le premier outil qui a été mis en place. 2021, donc du coup, Fonroche Biogaz a été acquis par Total Énergie, d'où la nouvelle raison sociale qui existe de Total Énergie Biogaz France. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on est à peu près 110 collaborateurs chez Total Énergie Biogaz France à novembre 2022. Donc aujourd'hui, on a 8 unités en exploitation. Donc Bio-Villeneuvois dans Villeneuve-sur-Lot, à côté d'Agen, Bio-Quercy dans le Lot, à Gramat, Bio-Lois en Vendée, Bio-Déac dans les Côtes-d'Armor, Bio-Gasconia dans les Landes, Bio-Roussillon du côté de Perpignan, Bio-Poméria en Vendée également, et Bio-Béarn, la petite dernière, à Mourinx. Et nous avons 3 autres projets en développement, donc Métadour dans les Landes également, Bio-Noroy en Seine-Maritime et Métargence dans le département du Gard. Donc à l'heure actuelle, on a une capacité de production de 700 gigawattheures en injection, ce qui représente environ 10% de la capacité de production de biométhane en France. Donc pour vous refaire un petit topo sur les unités de méthanisation actuelles, donc nous avons Bio-Villeneuvois, qui a été monté en 2015, donc le premier outil qui aujourd'hui produit 90 000 mégawattheures. En 2017, nous avons monté l'outil de Bio-Quercy, qui est le seul outil actuellement chez Total Énergie Biogaz France à être en cogénération. Tous les autres sites sont en injection. Nous avons monté progressivement. En 2019, nous avons sorti, on va dire, sortie de terre, on va utiliser cette expression-là, un outil à 110 mégawattheures
Donc, ce qui est de plus en plus important, étant donné qu'aujourd'hui, on a des demandes et des volumes qui sont quand même, au niveau des intrants, assez significatifs. Aujourd'hui, Total Énergie Biogaz France, c'est plus de 650 partenaires agricoles, 250 partenaires de l'industrie agroalimentaire, ce qui représente environ 700 000 tonnes de matière organique valorisée et une capacité de production de 700 gigawatts, ce qui nous fait, de l'autre côté, économiser, si je peux m'exprimer ainsi, 128 520 tonnes de CO2. On a réduit effectivement au niveau de nos agriculteurs les consommations par l'intermédiaire de l'épandage et de la remise à la terre du digestat de 23 282 tonnes d'engrais chimiques évités, et ce qui nous a permis de créer environ 200 emplois directs et indirects. Alors aujourd'hui, les atouts de la méthanisation pour l'industrie agroalimentaire, il y a plusieurs points. Donc déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, 250 agro-industriels partenaires sur nos 8 premiers outils de méthanisation. L'objectif étant d'accompagner le monde agricole et d'apporter des solutions de traitement et le monde agro-industriel aussi pour tous leurs déchets et la production énergétique locale et la décarbonation des activités, étant donné qu'aujourd'hui, la décarbonation, c'est quand même l'un des éléments clés. Donc, l'objectif des outils, c'est vraiment le circuit court, étant donné que ça permet déjà d'éviter l'enfouissement, l'incinération. On est vraiment sur un secteur local. Pour vous donner un ordre d'idée, les intrants que l'on va chercher, on ne s'éloigne pas trop des 50-60 km grand maximum autour de l'unité de méthanisation. L'objectif étant effectivement de rester sur un maillon local. On ne voit aucun intérêt à monter un outil et à faire 280 ou 300 km pour aller chercher des intrants. C'est vraiment une valorisation locale et ça permet de rentrer dans une démarche environnementale, ce qui nous permet d'être inscrit dans un cercle vertueux. On récupère de la production de la nature et on le redonne à la nature. L'accompagnement aussi permet de la décarbonation des activités via la fourniture du biométhane pour certains process industriels du secteur de l'industrie agroalimentaire et la décarbonation de flottes de véhicules. Sur le schéma que vous avez présenté précédemment, mon collègue Edouard, à un moment, on voit en bas à droite du slide la présentation où effectivement on peut remettre ce biométhane dans le réseau de gaz, ce qui nous permet de pouvoir aussi fournir le gaz aux véhicules roulant déjà au gaz. On a aussi la gestion et la fourniture du bio-CO2 pour certains usages agroalimentaires. Par exemple, on va rentrer dans les boissons gazeuses. On va rentrer au niveau des maraîchers et au niveau du chauffage des serres. Ça permet aussi d'avoir du biogaz, donc du CO2, pardon, excusez-moi, du CO2 liquéfié qui va être stocké sur le site et que l'on va pouvoir soit fournir aux industriels de l'industrie agroalimentaire qui vont l'utiliser, ou alors pour l'utiliser au niveau des serres et faire le chauffage pour monter à maturation la production, par exemple, des tomates, des fraises ou autres. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est s'engager en faveur de l'environnement et des énergies renouvelables, mais ça, je crois que tout le monde l'avait compris. Il y a aussi le fait d'anticiper la réglementation sur les déchets organiques. On a des échéances qui vont arriver sur le traitement et la collecte de toutes les matières organiques qui vont être produites. C'est aussi de tendre, et la conjoncture actuelle nous le rappelle suffisamment, vers l'autonomie énergétique du territoire. Plus il va y avoir d'outils de méthanisation qui vont pouvoir, entre autres, produire du biométhane et le réinjecter dans le réseau, va nous permettre d'avoir des quantités de gaz nécessaires et suffisantes pour fournir tout le monde. D'avoir une autonomie en matière de produits fertilisants. Essayer, autant que faire se peut, de diminuer les engrais chimiques sur les exploitations et fournir effectivement du digestat, ce qui va permettre d'avoir une production moins polluée chimiquement parlant et de promouvoir une énergie verte. Alors, on a déjà des collectivités, des communautés de communes, par exemple, qui utilisent le GNV dans leurs véhicules, par exemple la Poste, qui permettent aussi donc du coup de faire de la décarbonation en utilisation de ce gaz. Et l'avantage de travailler sur le tissu local aussi, c'est que comme ce sont des outils qui sont montés pour une durée pérenne,
15, 30, 60 ans. Ça nous permet aussi de faire de la création d'emplois non délocalisables, puisque le savoir-faire de l'outil de méthanisation va rester à l'outil de méthanisation et les emplois créés sur le site vont rester sur la zone géographique. Donc, excusez-moi. Donc, sur la production d'énergie liée à la transformation des déchets, donc ça, c'est le point clé de notre outil. Les émissions de gaz à effet de serre réduites au maximum, le fait d'être en local et le fait d'avoir un réseau et un maillage de circuits courts, et la fertilisation des cultures grâce à un engrais organique produit localement. Pareil, les plans d'épandage que nous mettons à l'issue de que nous montons à l'issue de notre production de digesta s'effectue dans un rayon de 30 km maximum. On ne va pas non plus traverser toute la France avec le digesta pour aller épandre de l'autre côté. Ça serait complètement aberrant d'utiliser la réduction du CO2 pour la réutiliser derrière, à faire des kilomètres et à aller transférer du digesta sur des zones excentrées. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est effectivement donc de monter des outils de méthanisation. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes des ensembliers. Nous sommes capables aujourd'hui de développer, de construire, d'exploiter et d'investir ou de co-investir. Pour cela, ce que l'on fait, c'est que l'on fait des recherches de développement, on identifie des besoins locaux, et j'insiste vraiment sur le fait du local, avec des analyses des projets et des définitions des acteurs principaux. On s'occupe de tout ce qui est diagnostic, études, évaluation. Donc, on fait des études de faisabilité, on fait des études de raccordement sur le GRT Gaz, sur le réseau GRT Gaz ou Terega, pour avoir la possibilité de pouvoir injecter le biométhane directement à côté de notre outil de méthanisation. On monte tous les dossiers ICPE, on établit les plans d'épandage, on réalise les contrats énergétiques. On s'occupe de tous les éléments administratifs également. On s'occupe du financement au niveau des démarches, on monte les dossiers de financement. On s'occupe de la réalisation et de la construction. On a notre propre bureau d'études, on a nos propres personnels qui sont capables de monter un outil de méthanisation de A à Z, en partant du terrassement jusqu'à la mise en service de l'outil, en sachant effectivement aussi que ce sont des outils où on a l'habitude effectivement d'avoir un certain schéma, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, Edouard, avec une certaine chronologie des différentes étapes qui a fait ses preuves depuis le premier outil que l'on a mis en service. Et après, on s'occupe de l'exploitation de la maintenance et de la commercialisation des intrants, donc de la contractualisation des gisements, et aussi bien en amont qu'en aval. On s'occupe aussi de la redistribution du digesta et de toute l'exploitation de l'outil de méthanisation avec les process. Donc aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée des relations que nous avons avec les industriels de l'agroalimentaire, aujourd'hui, on a différentes activités et différents projets de contractualisation, soit par de l'actionnariat. On a 3 sites en exemple, Biopomeria, Bioquercy ou Biolois. Donc pour Biopomeria et Biolois, on est dans le 85 en Vendée, et Bioquercy, on est à Gramat dans le Lot, où ce sont des actionnariats, ce sont des industriels de l'agroalimentaire qui se sont associés avec nous et qui sont rentrés au capital de l'outil de méthanisation que nous avons créé, et donc qui sont partie prenante de l'outil. Et de l'autre côté, nous avons d'autres outils avec lesquels nous travaillons, comme BioVilleneuvois et BioGasconia, où effectivement, là, nous n'avons pas d'actionnaires majoritaires ou d'actionnaires bien implantés avec nous sur les dossiers, mais nous avons des partenariats avec des contrats de gisement de longue durée avec des acteurs de l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, on parle de contrats de 15 ans. Après, on peut avoir des contrats de 10 ans aussi, mais on part sur de la durée d'intrant au niveau des contrats pour nous permettre d'avoir une durée de vie non négligeable et d'une continuité sur les intrants pour faire vivre l'outil de méthanisation. Le fait aussi d'avoir la possibilité d'hygiéniser nos matières nous permet aussi d'avoir la possibilité de traiter ce qu'on appelle des fournitures spot de matières organiques. Donc déjà, sur l'outil de méthanisation, même si vous ne travaillez pas en direct avec l'outil de méthanisation au niveau de
de l'apport des intrants, vous avez la possibilité, si demain matin vous avez un quelconque souci, de faire appel à nos services en prenant bien évidemment directement contact avec le directeur de la région et qui va entreprendre l'intégralité des démarches. Mais pour vous donner un exemple, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons traversé à plusieurs reprises les périodes de grippe aviaire. Le fait d'avoir le système d'hygiénisation, d'être sur le tissu local et d'avoir des relations avec les collectivités et avec les instances départementales, régionales et sanitaires nous ont permis de pouvoir traiter, par exemple, pardon, excusez-moi, je cherche mon terme, les fientes de volaille qui ont été soumises à la grippe aviaire. Le fait de pouvoir hygiéniser nous a permis de pouvoir traiter ce lisier de volaille qui nous a permis de prouver aussi au monde agricole que dès qu'il y avait une problématique bactériologique, on avait des solutions à leur apporter, d'où aussi pour les industriels de l'agroalimentaire, puisqu'effectivement, ces matières-là ont été traitées directement dans nos outils, en particulier BioLoi et Biopomeria, avec le système d'hygiénisation. Ce qui veut dire aussi que demain matin, dans l'industrie agroalimentaire, on peut avoir des problèmes bactériologiques et nous, on peut peut-être apporter une solution à un instant T à ce problème bactériologique. Je vais te relaisser la main, Edouard. Oui, tout à fait. Merci, merci Xavier. Hop. Donc, on arrive à la fin. Je voulais juste vous parler rapidement de... Pardon, je retrouve... Voilà, hop. Que je vous parle un petit peu... Voilà, de faire un focus sur ce qui est en train un petit peu de bousculer le marché de la méthanisation et puis également qui impacte les stratégies d'achat pour les industriels en termes de mix gazier, ce que l'on appelle le BPA pour Biomethane Purchase Agreement, qui est en fait le pendant des corporate PPA ou Power Purchase Agreement. Donc en fait, avant d'aller vraiment décrire ce que peut être un BPA, ce que je vous disais un petit peu en introduction, c'est de bien voir que quelque part le produit biométhane, même s'il a rigoureusement les mêmes usages physiques et économiques que le gaz naturel fossile, c'est un produit différent, c'est-à-dire qu'il a vraiment un premium par rapport au gaz naturel. Le premier premium ou la première valeur additionnelle qu'on peut donner au produit qu'est le biométhane, c'est évidemment sa valeur environnementale directement liée à son facteur d'émission de gaz à effet de serre. Donc, son facteur d'émission, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la quantité de gaz à effet de serre qui est émise lors de la fabrication et la combustion de ce biométhane. Donc, sa fabrication, c'est évidemment toutes les émissions de gaz à effet de serre qui ont pu être dégagées lors du transport de la matière organique qui a servi à fabriquer le biométhane, mais également l'énergie qui aurait pu être consommée lors du pré-traitement de cette matière et puis lors de la production de biométhane. Donc, pour le biométhane, on considère que son facteur d'émission est 10 fois inférieur au facteur d'émission du gaz naturel. Je vous ai mis les chiffres là dans un tableau qui sont directement les chiffres issus de l'ADEME. Donc vous avez en CO2 équivalent le facteur d'émission par mégawattheure ou par mégajoule lié à la combustion du gaz naturel d'un côté et du biométhane. Vous avez les valeurs et vous pouvez constater donc le facteur d'abattement d'un facteur 10. Et donc cette valeur, ce premium vert, il est aujourd'hui porté par un outil qu'on appelle le certificat de garantie d'origine, qui est en fait une traçabilité électronique, c'est un certificat électronique qui permet donc de garantir que pour chaque mégawattheure qui a été injecté dans le réseau de gaz naturel et qui est un mégawattheure issu de biométhane, lorsque ce mégawattheure est consommé, le certificat associé disparaît. Alors pourquoi est-ce qu'on a recours au certificat de garantie d'origine? Tout simplement parce que physiquement, lorsque la molécule de méthane provenant d'une unité de méthanisation est injectée dans le réseau,
elle devient physiquement mélangée avec les mêmes molécules de méthane, mais qui proviennent, elles, d'un gaz naturel fossile. Donc il était important de pouvoir tracer l'injection et la disparition de cette molécule de biométhane pour s'assurer qu'on ne compte pas plusieurs fois cette molécule. Donc ça, c'était la première valeur qu'on pouvait donner au produit biométhane, cette valeur verte, entre guillemets. Mais on a également une autre valeur qui a de plus en plus un intérêt pour les industriels notamment, qui est la sécurité d'approvisionnement et potentiellement le caractère fixe d'un prix d'approvisionnement qu'on peut donner à cette forme d'énergie. Donc ça, c'est aussi important et c'est quelque chose qui est regardé avec de plus en plus d'intérêt depuis la guerre en Ukraine. Donc, pour synthétiser ça, aujourd'hui, si on se place dans la peau d'un industriel, quelles seraient les trois options principales que cet industriel peut avoir pour décarboner son approvisionnement en gaz qui est nécessaire à ses process industriels? En fait, il en a trois. Il a trois leviers d'action. Deux leviers d'action, on va dire, réglementaires ou législatifs, et puis un troisième levier qui est le BPA dont je viens de parler. Donc le premier, c'est les garanties d'origine qui sont subventionnées par la France, demain par l'Europe lorsque concrètement sera mis en place un registre européen des garanties d'origine, mais pour l'instant le registre est français. Et donc un industriel, au même titre qu'un particulier d'ailleurs, peut acheter pour quelques euros par garantie d'origine, donc pour quelques euros par mégawattheure de biométhane injecté, peut acheter quelque part un verdissement d'une partie de sa consommation de gaz naturel. Donc, avant novembre 2020, ces garanties d'origine étaient cédées, en fait, étaient vendues par un producteur de biométhane à un fournisseur de gaz, les grands fournisseurs que vous avez sur le marché, et ce même fournisseur commercialisait via des offres vertes ces garanties d'origine. Donc là, il faut bien voir que ce qu'achète le client, qu'il soit industriel ou particulier, lorsqu'il a ce type de contrat-là, il achète quelque part une valeur verte associée à une fourniture classique d'un gaz naturel fossile. Voilà, donc ça c'est quelques euros par garantie d'origine, et sans rentrer dans le détail parce que là ça dépasse le cadre de la présentation, mais c'est bien ce dispositif qui va demain être modifié, enfin qui a été modifié par le nouvel arrêté de novembre 2020, puisque là où auparavant, avant novembre 2020, les garanties d'origine étaient cédées par le producteur de biométhane à un fournisseur sous réserve que le producteur de biométhane revendait son biométhane à un tarif d'achat garanti par l'État. Demain, à partir donc pour tous les nouveaux contrats qui seraient signés après novembre 2020, les garanties d'origine vont être préemptées par l'État, c'est-à-dire qu'elles vont elles vont appartenir à l'État, puisque l'État finalement propose le tarif de rachat. En contrepartie, si je puis dire, il va préempter la propriété de ces garanties d'origine et va pouvoir les remettre aux enchères. Ce sont des modalités qui ne sont pas encore bien définies à ce jour. Elle va même pouvoir en céder une partie, a priori à titre gratuit, à des collectivités, mais retenez en tout cas que ces garanties d'origine-là, dans le nouveau schéma, vont être préemptées par l'État et ne pourront pas être éligibles au crédit ETS qu'un industriel pourrait avoir. Et donc, l'industriel devra trouver d'autres moyens pour être conforme aux obligations imposées par le schéma ETS. Le schéma ETS, vous le savez certainement, mais c'est le fameux principe du pollueur-payeur, et donc la capacité que l'obligation qu'ont certains industriels à devoir respecter des quotas d'émissions de CO2 au titre de leur activité. Donc voilà, ça c'était pour le premier dispositif, les garanties d'origine. Le deuxième dispositif, qui là aussi n'est pas tout à fait sec en termes de réglementation, c'est le marché des quotas d'incorporation, et donc ce que l'on appelle le marché des CPB, pour certificats de production de biogaz. En fait, je trouve le meilleur moyen d'expliquer ce que sont ces CPB, c'est un peu l'équivalent des certificats d'économie d'énergie. C'est un peu la même mécanique, c'est-à-dire que demain, les grands fournisseurs de gaz naturel
devront respecter une obligation d'incorporation à hauteur de 10% de leur portefeuille, de la consommation du portefeuille de leurs clients. Ils devront respecter donc 10% d'incorporation de gaz vert dans leur portefeuille d'approvisionnement de leurs clients. Donc en fait, un client, qu'il soit industriel ou résidentiel d'ailleurs, aura via ce mécanisme-là 10% de sa consommation qui sera verte. Enfin, le dernier moyen de décarbonation d'un acteur industriel, on en a parlé, c'est le BPA, où là, on a directement un contrat de gré à gré entre un producteur de biométhane et un acheteur de biométhane. Alors, ce qui peut être intéressant d'ailleurs dans le cas de ces BPA, c'est que fait avoir un industriel qui apporte une partie de la matière organique aux producteurs de biométhane et en récupère une partie de la valeur sous forme d'un BPA pour aller alimenter son outil industriel en gaz vert. C'est des schémas qu'on est en train de regarder avec un certain nombre d'acteurs. Donc là, on est vraiment dans un partenariat gagnant-gagnant et où on peut réfléchir à des logiques d'approvisionnement en gaz avec un prix fixe sur une période plus ou moins longue, en tout cas des périodes plus longues que ce que offrent aujourd'hui les contrats classiques de fourniture de gaz naturel. Donc ça, les Biomethane Purchase Agreements sont vraiment c'est quelque chose d'assez nouveau. À ma connaissance, il n'y a pas de contrat qui a été signé entre un producteur de biométhane et un industriel, mais en tout cas, ce sont des choses que nous regardons d'assez près avec un certain nombre d'acteurs. Voici ce qu'on pouvait vous dire sur la méthanisation. On a fini avec 5 minutes d'avance, donc ça nous laisse un petit peu de temps pour prendre vos questions et tenter d'y répondre. Thibaut, je vous laisse la main pour faire le modérateur. Absolument, merci messieurs, merci à tous les participants. Alors, on a eu quelques questions que je vais essayer de garder dans un ordre logique, mais pour commencer, avant les questions Digesta que j'ai bien vu passer, il y a un point sur quelle est la quantité d'intrants annuels pour une unité type de 50 gigawattheures. J'imagine la réponse dépend des intrants, mais voilà, en gros, j'imagine qu'on a besoin de repères, quantité, production pour 50 gigawattheures. Xavier, je te laisse peut-être répondre. Ok, ça marche. Aujourd'hui, grosso modo, pour une unité de méthanisation de 55 gigawattheures, on part sur une base d'à peu près 80 000 tonnes d'intrants. Après, tout dépend, alors bien entendu, comme l'a présenté Edouard tout à l'heure, après, ça dépend de la répartition que l'on va en avoir. Ces intrants-là, quand je le dis 80 000 tonnes, j'entends, c'est aussi bien des déchets végétaux, des effluents d'industrie agroalimentaire, des lisiers, des matières organiques et tout type d'autres déchets que l'on peut venir complémenter et ajouter à notre outil. Very clear. Une question qui suit toujours avant d'attaquer la question du Digesta, sur le modèle économique, est-ce que le tarif du biométhane, donc je suppose qu'on voulait dire injection dans la question, est-il fixe? Et seconde question liée, ou est-il réévalué régulièrement? Donc là, je crois qu'on va parler tarif d'achat. Si je ne dis pas de bêtises, si je comprends bien la question. Ouais, alors je peux apporter des éléments de réponse sur le nouveau décret, en tout cas post-novembre 2020. Il y a, alors j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il y a bien une diminution en fait de ce tarif d'achat proposé au cours du temps, puisqu'en fait la volonté du législateur était à l'origine d'avoir comment dire, une baisse en fait des enveloppes publiques allouées au support de l'industrie de la méthanisation. Et donc, le rationnel derrière étant de se dire que l'industrie avait fait un certain nombre d'efforts en termes d'industrialisation et devait permettre donc d'être beaucoup plus compétitive. Donc oui, les tarifs d'achat sont quand même sur le décret post-novembre 2020 sont réévalués à la baisse en fait au fur et à mesure des périodes. Maintenant, la filière a aussi alerté les pouvoirs publics sur la nécessaire prise en compte de l'inflation qui est déjà là et qui va a priori s'intensifier dans les mois à venir,
pour justement permettre de garantir la viabilité économique de nos projets, hein, puisque une unité de méthanisation, c'est sur le coût en fait rendu de en euros du mégawattheure du gaz produit, c'est entre 40 à 50% d'OPEX dans un certain nombre de cas. Et donc l'inflation fait directement porter un risque sur la rentabilité de nos unités. Ok, merci. Alors, une série de questions vraiment plus là sur le DIGESA, ce qu'il sort et les questions qualitatives, résidus, etc. D'abord sur les pesticides. Lors d'intrants contenant des pesticides, ces pesticides se retrouvent-ils concentrés dans le digesta ou sont-ils partiellement ou totalement transformés ou modifiés durant la méthanisation? Donc en gros, est-ce que il y avait une question très liée à ça, pesticides et éléments traces métalliques. Qu'est-ce qui se passe en termes de résidus? Ces deux questions qui sont similaires dans le digesta au moment des mesures d'innocuité. Ouais, alors peut-être avant de... Parce que je vois que dans le fil, on a également une collègue qui travaille à la R&D qui sera certainement bien mieux placée que moi pour vous répondre sur les dernières avancées sur ce sujet. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que dans le cadre de nos ambitions sur la méthanisation, nous avons également tout l'appui du groupe Total Énergie sur justement la R&D et l'expertise technique. Mais un premier point de réponse, c'est tout simplement de dire que dans un certain nombre de cas, ces pesticides sont déjà présents sur des résidus de culture qui peuvent se retrouver au sol lorsqu'on n'a pas recours à la méthanisation. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir des interrogations, et la question est très bonne sur le devenir de ce qui ne serait pas bactériaux mais chimique, mais juste en introduction, préciser que dans un certain nombre de cas, les pratiques agricoles actuelles font qu'on a par exemple du retour au sol immédiat via enfouissement et que cette thématique demeure. Donc, à proprement parler, ce n'est pas un sujet exclusivement méthanisation, mais d'une manière plus générale, le devenir des pesticides lorsque de la matière organique résiduelle retourne au sol. Mais Cécilia, est-ce que je peux peut-être te permettre de nous éclairer sur cette question? Cécilia, est-ce que tu es là encore? En tout Si cas, elle tu parles. répondait par écrit, Ouais. nous traitons ce sujet entre autres, et oui, je vous confirme que plusieurs études démontrent que les pesticides et les antibiotiques sont dégradés partiellement lors de la méthanisation. Bien sûr, s'ils ne sont pas en concentration à l'entrée telle d'inhiber la méthanisation. Oui, ce qui serait un autre gros problème. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'un intrant qui serait, oui, c'est un bon point, un intrant qui serait trop chargé en produits non organiques pourrait avoir une action délétère sur les bactéries qui, elles, sont chargées de dégrader cette matière organique. Il y a aussi des questions de l'eau. Enfin, moi, dans mon passé, j'étais à la métropole de Montpellier, qui a un méthaniseur d'ordures ménagères résiduelles. Et dans les collectes, on avait tout ce qui était fleurs, bouquets, etc., traités par les particuliers avec des pesticides de jardin. Et là, c'est plutôt des lots qu'il fallait suivre, mais c'est plutôt l'arrivée des collectes. Mais je crois qu'on va parler de ce qui arrive dans le méthaniseur dans une question qui suit. Juste avant, une question sur la méthanisation peut-elle être utilisée pour diminuer la DCO d'effluents liquides? Et si oui, quels abattements sont possibles? Alors, oui, ouais, tout à fait, la réponse est oui. D'ailleurs, la méthanisation a été, je ne vais pas dire historiquement, mais c'est une des autres voies de la méthanisation, c'est bien d'abattre de la charge organique dans un effluent pour la rendre inerte et rendre l'effluent, on va dire, dépollué, tout simplement. La réponse est oui. Dans ce cas-là, si on souhaite le faire efficacement, il faut plutôt avoir recours à des technologies dites granulaires qui possèdent un haut rendement. Alors, dans un certain nombre de cas, les abattements peuvent être assez élevés, hein, avec ces technologies-là. On peut avoir un rendement, un abattement supérieur à 90% de la charge organique en entrée. Après, évidemment, tout dépend de la nature de l'effluent liquide qu'on doit traiter. Alors, à titre d'illustration, une DCO qui serait issue d'activités de sucrerie ou de papeterie peut être très bien traitée, alors qu'une DCO qui proviendrait du lexiviat de décharge, hein, donc vraiment dans un cas extrême, hein, la partie liquide que l'on retrouve dans les centres d'enfouissement, est très réfractaire et beaucoup moins éligible à la méthanisation. Mais on va dire, puisque je pense que la question s'entend dans le cadre d'activités d'industriels de l'agroalimentaire. Oui, complètement. Et voilà, je vous ai donné quelques éléments de réponse, mais encore une fois, tout dépend de la nature de l'effluent qu'on va traiter.
Une question un petit peu en lien sur les typologies de liquides d'effluents qu'on peut traiter. Est-ce que les boues de stations d'épuration des industries agroalimentaires sont traitables sur vos unités? Oui, Xavier, tout à fait. Alors aujourd'hui, on traite les boues des stations d'épuration des industriels de l'agroalimentaire, il n'y a pas de souci là-dessus. On est un peu plus vigilant sur les boues des stations d'épuration de communautés de communes, par exemple, où ça, c'est simplement. Alors, on a la possibilité de les traiter sur nos outils de méthanisation du fait de l'hygiénisation, simplement d'un point de vue d'acceptabilité de retour à la terre au niveau du digestat. On se permet de ne pas sélectionner les bouts de stations de communautés de communes ou de collectivités, mais par contre, oui, les bouts de stations d'épuration d'industriels de l'agroalimentaire, tout à fait. La question après, derrière, c'est toute celle des mélanges, avec, je crois, une réglementation assez stricte à date, mais toujours sous le coup de potentielles modifications entre biodéchets, STEP, etc., etc. Donc, c'est sans doute dans la conception de vos projets à bien suivre qu'est-ce que vous pouvez mélanger ou pas. Il y a une question, alors là, c'est vraiment la préparation des intrants, on remonte un petit peu la filière. Quelle est la position de Total Energy sur le développement de solutions de préparation des intrants? Et nous, évidemment, dans nos instruits, on pense beaucoup au déconditionnement, aux collectes issues de biodéchets, voilà, on en parlait. Gros point, déconditionnement sans doute pour notre industrie. Alors aujourd'hui, effectivement, sur la partie déconditionnement, nous ne faisons pas nous-mêmes en propre du déconditionnement de biodéchets et de déchets d'industrie agroalimentaire emballés. Par contre, nous travaillons avec des opérateurs de déconditionnement spécialisés dans le déconditionnement qui savent très bien faire ce métier-là. Et nous, derrière, nous récupérons les soupes, donc effectivement le résidu du déconditionnement, on appelle ça des soupes, et nous récupérons ces soupes-là que nous mettons dans nos outils de méthanisation, en lien bien entendu avec les acteurs du déconditionnement pour avoir la meilleure soupe possible et le moins de corps étrangers présents au sein de cette soupe-là, puisque plus il va y avoir de présence de plastique et de corps étrangers dans la soupe que nous allons récupérer, effectivement derrière ça va engendrer des problématiques sur notre process. Et effectivement, pour la grande majorité des cas, ça va faire un bouchon. Oui, peut-être pour compléter la réponse de Xavier en lien avec ce gisement des biodéchets, hein, c'est un gisement qu'on regarde. Alors, si on prend les grands chiffres, ce n'est pas forcément le gisement qui, en termes de gisement mobilisable et de potentiel, est le plus important à horizon 2030. En revanche, si on en croit les études ADEME, Solagro, hein, qui font un peu référence sur le sujet, d'ici à 2050, ce gisement devrait être de mémoire évalué à une quinzaine de TWh, voire un petit peu plus. En 2030, c'est entre 5 et 7 TWh. Pour autant, c'est évidemment un gisement d'intérêt. Xavier l'a dit, on regarde, on parle avec des acteurs du déconditionnement. À noter également que les technologies de déconditionnement dépendent aussi à un moment du type de déchets qu'on va devoir traiter. Et on constate qu'il y a aussi pas mal d'acteurs et pas mal d'innovations sur ce champ-là. Et en effet, sur le traitement des biodéchets, il est clair que l'unité de déconditionnement est un peu on va dire, le cœur du réacteur et va beaucoup conditionner la performance de l'unité de méthanisation et du retour au sol des digestats produits. Donc c'est en tous les cas, même si, comme l'a dit Xavier, nous, on ne développe pas de technologie de déconditionnement, ce n'est pas notre cœur de métier. On est vigilant dans nos projets, en tout cas, à aligner les intérêts des actionnaires entre celui qui tient l'actif de déconditionnement et puis celui qui détient l'unité de méthanisation. Merci. Alors, je n'ai pas d'autres questions dans la boîte de discussion à ce stade. Est-ce à dire que tout est extrêmement limpide? Je crois que c'était assez clair. On l'espère. S'il y a d'autres questions, en tout cas, peut-être que les gens peuvent vous les faire suivre. On se fera un plaisir d'y répondre si d'autres questions arrivent par la suite. Tout à fait. Merci à vous deux de votre intervention et à tous les présents pour l'intérêt que vous avez pour la méthanisation. Évidemment, on en parle un petit peu de temps en temps dans notre GT environnement notamment et dans notre feuille de route des carbos. Donc c'est un gros point d'attention. Merci beaucoup à vous et bonne digestion de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci pour Merci À beaucoup. bientôt. Merci, Au revoir. Au revoir.